L'arbre. Une plante à la morphologie fascinante, parvenant par la structure de sa tige à conquérir les cieux et tenir tête à la toute-puissante gravité. Mais en les observant, il peut arriver que l'on se pose ces questions. Qu'est-ce qu'un arbre? Comment se maintient-il des siècles durant sans que la tige ne se rompe? Peut-on parvenir à une définition de l'arbre? Pour répondre à ces questions, parfaitement légitimes, il va falloir s'intéresser aux tissus constituant la tige de la plante. Nous allons donc faire de l'histologie végétale. Depuis l'apparition des premières plantes terrestres, la compétition fait rage pour la captation de la lumière solaire. Cette compétition a poussé les plantes à développer leurs tiges, limitant la ramification secondaire pour élaborer les premiers troncs ou stipes et ainsi devenir arborescents. En gagnant de la hauteur, les plantes ont évité de finir dans l'ombre d'un feuillage et ainsi de mourir. Mais cette arborescence nécessite l'élaboration d'une tige dont la structure lui permettrait de se maintenir debout malgré l'augmentation constante de la masse de l'organisme. Il fallait aussi une vascularisation efficace pour amener la sève brute jusqu'au feuillage. Au cours des temps géologiques, le monde végétal a vu le développement d'une grande diversité de pores arborescents. Ainsi, les lépidophytes, les calamites, les cladoxylopsides, les progymnospermes, les cordaïtes, les conifères, ginkgos, eudicotylédones comme les fagacées ou encore les monocotylédones arborescents tels les bambous ou les palmiers sont tous parvenus à développer le pore arborescent malgré l'éloignement phylogénétique de ces groupes. Comme je l'ai dit, l'arborescence est donc un caractère parfaitement convergent. Mais sont-ils tous des arbres? Eh bien non. Et vous allez savoir pourquoi. Je suis à côté d'un tronc d'arbre, celui d'un épicéa qui a été coupé malheureusement par l'homme. Cependant, cette malheureuse souche va nous servir pour comprendre la structure d'une tige d'arbre, en particulier d'un conifère. La tige d'une plante a pour fonction de porter et de disposer les feuilles dans l'espace. Pour ce faire, elle s'allonge verticalement par le biais d'un méristème apical ou méristème collinaire. Le méristème est un tissu constitué de cellules végétales non différenciées, dites initiales. En se différenciant, les initiales constituent les tissus primaires de la tige. Parmi eux, on compte l'épiderme, le sclérenchyme ayant un rôle de soutien et le parenchyme médulaire et cortical constitué de cellules végétales totipotentes, donc capables de se différencier à la manière des cellules initiales des méristèmes, ainsi que le procambium. Et c'est justement le procambium qui va nous intéresser. Le procambium est également un tissu méristématique, donc constituant des cellules initiales pouvant se différencier. Elles se différencient en plusieurs types de cellules. Des cellules parenchymateuses qui sont très actives et peuvent produire par photosynthèse du glucose. Elles peuvent également stocker de la matière organique ou certains composés phénoliques, comme les tannins, dans la vacuole. Elles se différencient également dans les cellules du xylème ou du phloème, ayant donc un rôle de soutien ou de vascularisation. Le procambium produira donc vers le centre de la tige le xylème primaire, un tissu de soutien et de transport de la sève brute constitué de cellules parenchymateuses, de fibres, ainsi que des vaisseaux et des trachéides. Les vaisseaux sont issus de cellules initiales qui se sont littéralement suicidées. C'est ce que l'on appelle l'apoptose. En effet, la cellule initiale s'est entourée d'une paroi secondaire épaisse et composée de lignine. Ce biopolymère extrêmement résistant est fait d'un ensemble de composés phénoliques qui lui confèrent une grande toxicité pour les organismes qui tenteraient de la dégrader. Cette paroi ligneuse établie, la cellule s'affaiblit, car n'ayant plus d'échange avec d'autres cellules. C'est alors que la vacuole libère des enzymes qui vont dégrader cytoplasme, noyau et organite. La paroi transversale est elle aussi dégradée, créant ainsi un grand tube où le seul persiste la paroi. Ces vaisseaux ont un rôle de soutien et conduisent la sève brute vers l'apex de la tige. Enfin, nous avons les trachéides, dernières cellules du xylème primaire produites par le procambium. Elles jouent globalement le même rôle que les vaisseaux, bien qu'elles soient bien plus allongées et présentent des anneaux ou une spirale ligneuse, améliorant la résistance du tissu, tout en pouvant s'étirer à mesure que la plante croît.
Sur sa face supérieure, tournée vers l'extérieur, le procambium constitue un second tissu, le phloème primaire. Tout comme le xylème, le phloème joue un rôle de transport de la sève, mais cette dernière va de l'apex aux racines, c'est la sève élaborée riche en glucose. Ce tissu est constitué également de 4 types de cellules. Les cellules parenchymateuses stockant des sucres, les fibres ou encore des cellules dites criblées qui ont perdu leur noyau et la plupart des organites. Ces cellules transportant la sève élaborée sont accompagnées du 4e type, j'ai nommé les cellules compagnes, relativement proches des cellules des parenchymes. Voilà donc la base de la structure d'une tige. Mais si nous voulons savoir ce que le tronc d'un arbre est, il faut aller un peu plus loin. Dans un arbre, la tige va former 2 méristèmes secondaires essentiels à partir du procambium, du collenchyme et des parenchymes corticaux et médulaires. Il s'agit du cambium et du phélogène. L'un va produire phloème et xylème secondaires, l'autre liège et phéloderme, formant ainsi le périderme, une couche importante de l'écorce. Le cambium est à la base intrafasciculaire et il produit du xylème et du phloème secondaire qui s'élargissent lentement dans les faisceaux criblo-vasculaires. Mais par la suite, un cambium interfasciculaire se forme, issu de la différenciation des initiales du procambium et du parenchyme. C'est l'étape la plus importante car c'est la naissance de l'anneau cambial, un cambium circulaire qui va produire de façon continue du xylème secondaire, connu sous le nom de bois. Des anneaux de croissance se forment alors, décrivant des périodes de production du xylème secondaire année après année. Les cernes claires correspondent à la production de bois au printemps et les cernes plus sombres représentent le bois final constitué plus tard dans l'année, avant la période hivernale. On peut donc dire que tous ces épicéas sont des arbres, car ils disposent d'un tronc constitué de bois produit massivement par un anneau cambial. On peut remarquer que les eudicotylédones arborescents comme le hêtre, Fagus sylvatica, le chêne, Quercus, l'érable, Acer ou le capotier, Ceiba petendra, établissent également un tronc. Cette même caractéristique, on la retrouve également chez des plantes extérieures au clade des spermaphytes ou plantes à graines. Ce sont les progymnospermes tels le taxon fossile Archaeopteris, littéralement le plus ancien arbre connu. Ce qui signifie que l'arbre est lui-même le résultat d'une évolution convergente chez les plantes arborescentes, à partir du développement indépendamment les unes des autres de l'anneau cambial et du phélogène. Mais alors, si un arbre dispose obligatoirement d'un tronc basé sur l'importante couche de xylème secondaire, quid des arécales ou palmiers, des yuccas, des dragonniers ou Dracaena draco, ou encore des bambous et des fougères arborescentes? Eh bien, aucune de ces plantes ne sont des arbres, contrairement à ce que l'on peut entendre dans les médias. Les fougères arborescentes, comme cette Dicksonia antarctica, ne constituent pas de tronc, mais ce que l'on appelle un stipe. Alors un stipe, c'est un rhizome dit orthotrope ou vertical, en gros c'est une tige, qui est protégée par ce que l'on appelle un épais manchon. Et le manchon, il est constitué d'un ensemble de fibres, de pétioles, ces fameuses gaines foliaires, ainsi que de nombreuses racines qui, ensemble, vont consolider une structure capable de porter non seulement cette couronne de fronde haut dans les airs, mais aussi de protéger le rhizome. Ainsi, la fougère peut obtenir un port arborescent. Vous avez peut-être remarqué que les autres espèces arborescentes citées avant sont ce que l'on appelle des monocotylédones. Dans ce clade, il n'y a pas d'arbres et une grande diversité de tiges à la structure unique permettant l'arborescence. Les arécales, par exemple, produisent aussi un stipe formé de l'accumulation de fibres et de gaines foliaires, ce qui explique l'absence totale d'anneaux de croissance. Les musacées, comme le bananier, font des stipes dont l'accumulation consolidée de gaines foliaires est très bien visible, comme vous le voyez. Et que dire des bambous, qui forment des chaumes, soit des tiges creuses et très lignifiées. Enfin, même les sublimes dragonniers ou encore les célèbres yuccas ne constituent pas de tronc, mais encore une fois, un stipe, qui n'est pas rendu rigide par du bois, mais par une très grande concentration de faisceaux criblo-vasculaires. Caractéristique d'ailleurs que l'on retrouve également chez les arécales. Et bien voilà, pour définir ce qu'est un arbre, il aura fallu se plonger dans leur histologie et ainsi déterminer les différents tissus responsables de leur rigidité, de leur force et de leur pérennité.
Un arbre, c'est donc une plante à port arborescent, disposant d'une tige qui, en son sein, présente un anneau cambial. Et ce dernier constituera l'ensemble du bois. C'est là le tronc, la caractéristique qui par sa seule présence permet de définir l'arbre comme une forme parmi tant d'autres d'arborescence.